l'Atlantique, à ma gauche le désert marocain. Nous sommes cap au sud, direction Tarfaya, autrefois appelé Cap Juby, un point minuscule sur la carte de l'Afrique, mais qui résonne peut-être à vos oreilles, et pour cause. Cette ville fut l'une des étapes mythiques des lignes de l'aéropostale et des lignes Latécoère avant elle. Des pilotes précurseurs des vols transcontinentaux qui pour nous sont aujourd'hui quasiment une formalité, mais qui à l'époque relevaient plutôt de l'exploit. Et pour s'en convaincre, cette phrase de leur chef Pierre-Georges Latécoère, il disait « J'ai refait tous les calculs, il confirme l'opinion des spécialistes, notre idée est irréalisable. Il ne nous reste donc qu'une seule chose à faire, la réaliser. » Eh bien, ils l'ont fait, et c'est sur les traces de ces pionniers que nous emmène Carnet de vol aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous, Carnet de vol vous accueille aujourd'hui à bord de ce Cessna 182, celui de Jean-Jacques Galli, organisateur du rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Nous sommes direction Tarfaya, ex-Cap Juby, où nous allons attendre les équipages de ce rallye. Mais avant cela, retour au tout début de l'aventure. Le 25 décembre 1918, dans l'anonymat le plus complet, un avion des lignes Latécoère décollé de Toulouse-Montauban, direction Barcelone, première étape d'un très long périple. Eh bien, ce premier vol du 25 décembre 1918 a été reconstitué à l'occasion du départ de ce 35e rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Et bien sûr, une équipe de Carnet de vol était au rendez-vous. Ce matin, c'est le départ du rallye Toulouse-Saint-Louis. Parmi les 30 avions, une machine unique au monde va relier Toulouse à Barcelone. Ce Breguet 14, seul avion de ce type en état de vol, est la copie de celui des pionniers. Il va commémorer le premier vol de décembre 1918. En 3 heures, Latécoère et son pilote René Cornemont ouvrent les premiers pas d'une route aérienne semée d'embûches qui un jour arrivera à Dakar. Ça ne devait pas être facile du tout, parce qu'en plus de ce qu'on vit, l'inconfort que l'on a relatif par rapport aux avions actuels, eh bien, ils avaient le manque de fiabilité des moteurs, et si on n'avait pas de moteur, on n'a aucune chance de rejoindre la terre ferme. Là, on est dans l'eau, avec tout ce que ça peut comporter. Et un siècle plus tard, on parle encore de cette journée de Noël 1918 et des centaines de pilotes rêvent un jour de mettre, grâce au rallye, leurs ailes dans celles des pionniers. Alors Jean-Jacques, je rappelle que tu es l'organisateur du rallye Toulouse-Saint-Louis du Sénégal. Après Barcelone, c'était quoi les étapes de l'aéropostale? Alors après Barcelone, c'était Alicante, Malaga, ensuite disposé à Casablanca, Rabat au début, Casablanca, Agadir, Tarfaya, Cap Juby où nous arrivons, Villa Cisneros, qui s'appelle aujourd'hui Dakhla, Port-Étienne en Mauritanie, qui s'appelle Nouadhibou, et Saint-Louis du Sénégal, on est venu, puis Dakar ensuite. Toutes ces villes sont sur la côte, c'est pas un hasard, hein? C'est pas un hasard, c'est parce que c'est beaucoup plus facile de naviguer sur la côte qu'ailleurs. Vous voyez, on ne peut pas se perdre, hein. On suit la ligne de côte. Comme ils ne volaient pas dans les nuages, il fallait qu'ils volent très bas. Et lorsque le temps est mauvais, le seul endroit où on est sûr qu'il n'y a pas d'obstacle, c'est la mer. Donc on peut voler très très bas sur la mer, comme on vole là à 60 mètres, et on pourrait même voler encore un peu plus bas si c'était nécessaire. On va rappeler comme les conditions dans lesquelles ils volaient. Pas de GPS, bien évidemment. Pas de radio. Oui, rien. Aucun instrument de navigation, une boussole. Comme sur les bateaux, ils avaient la vitesse, ils avaient l'altitude, et c'est tout. Toi, tu es pilote. Quel regard tu portes sur ces gens-là qui, à l'époque, partaient un petit peu à l'aventure comme cela? Une grande admiration et un grand respect. C'était des gens qui étaient des gens ordinaires finalement, mais qui ont fait des choses extraordinaires. Intex, Mermoz, tout le monde les connaît. Ils sont devenus des stars planétaires, je pense, essentiellement grâce à Saint-Exupéry. C'est Saint-Exupéry qui a relaté cette histoire, qui l'a magnifiée et qui a parlé de ses amis.
disait, parce que les uns mouraient après les autres, quand Mermoz est mort, il a dit on ne se fait pas de vieux camarades. C'était une solidarité, une amitié, et dans le risque, je pense que les liens entre les humains sont... Maintenant, engourdi, il rêve. Le sol de si haut paraît immobile. Le Sahara de sable jaune, mort sur une mer bleue comme un trottoir interminable. Bernice, bon ouvrier, ramène cette côte qui dérive à droite, glisse en travers dans l'alignement du moteur. À chaque virage de l'Afrique, il incline doucement l'avion. Encore 2000 km avant Dakar. Comme dit Saint-Exupéry dans son bouquin, de temps à autre, l'un d'eux disparaissait et respectable pour l'éternité. Bon, ben justement, puisqu'on parle de Syntex, on arrive sur Tarfaya, on va se poser. Ok. Voilà. Ça y est, on est nous aussi des petits Syntex, des petits Mermoz. Voilà. Nous voici donc posés ici à Tarfaya, ou plutôt Cap Juby, comme on disait à l'époque de Syntex. Saint-Exupéry, sans doute l'un des noms les plus connus de l'histoire de l'aéropostale, mais ça n'est pas le seul. Guillaumet ou encore Mermoz sont eux aussi entrés dans la légende. Une histoire pleine d'exploits, mais aussi endeuillée par quelques drames. Une épopée en tout cas à revivre dans ce carnet de vol. Sur le terrain de Toulouse-Montaudran, naît en 1919 la compagnie des lignes Latécoère, avec ses chefs Pierre Latécoère et Didier Dora. Avec ses équipages, des inconnus qui deviendront célèbres, elle entreprend le transport du courrier entre la France et le Maroc. Elle deviendra l'aéropostale.